Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Voiron 2100. Dans cette mini-série immersive de 5 épisodes, on va parler du local, mais autrement. On va tenter de comprendre notre ville, Voiron, en Isère, au pied des Alpes. Pour ça, tout au long de cette aventure, on échangera avec 5 personnalités locales sur 5 sujets. En immersion aujourd'hui en 2023, avec eux, on parlera du passé, du présent, et on essaiera de nous projeter jusqu'en 2100. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Bienvenue et bonne écoute. Attends, je vais éteindre ce truc là. Voilà. Bon, déjà, merci Louis de m'accompagner ce soir, chez Pierre, sous la flotte. Bon, comme tu le sais, ce soir on est en direction de la maison de Pierre-Emmanuel Muntz. Je sais pas si tu le connais, mais c'est un ancien directeur technique d'une boîte industrielle locale. Ensuite, il a créé pas mal de boîtes et de projets dans le coin. Et il a accompagné ensuite des chefs d'entreprise locaux. Alors, je l'ai eu au téléphone cette semaine, il m'a dit qu'on allait parler d'économie. Tu vois? Alors, attends, bouge pas, je crois que c'est à gauche là. Ouais, c'est bon, c'est à gauche. Alors, attends, bouge pas, je me gare. Ah, bien, son chien, Lucky. Oublie pas tes affaires, et on y va. Salut Pierre. Salut Antoine, salut Louis. Bon, déjà, merci de nous accueillir chez toi, sous cette véranda. Alors, comme tu le sais, on va parler d'économie. Alors, pas simplement locale, mais aussi au sens large. Alors, la France, comme le bassin voironnais, jusque dans les années 80, était une terre qui était industrialisée. Et depuis les années 70, on a vu comme un déclin ou une désindustrialisation progressive. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et nous donner quelques raisons à cela? On a déjà éloigné les usines des centres-villes, ça c'est la première des choses. On a démonté nos usines parce qu'on a commencé à faire rentrer en ligne de compte la sous-traitance. On veut bien utiliser, on veut bien consommer, mais on veut plus que les usines soient proches de nous, parce que c'est bruyant, polluant, salissant. Toute cette activité-là, elle a été éloignée, au début un petit peu, puis après beaucoup plus, avant d'être directement exportée. Moi, quand j'étais à l'école, c'était pas gratifiant du tout d'aller travailler dans une usine. Nos parents espéraient qu'on fasse des études pour travailler dans des bureaux, mais surtout pas dans des usines, surtout pas dans l'industrie, parce que c'était dévalorisant, salissant et peu glorifiant. Ça a duré pendant 25 ans, où on a cassé notre outil industriel, notamment au niveau de l'école. Au niveau de l'école, on voulait plus et on ne produisait plus d'élèves pour aller travailler dans les usines. Tous ces métiers qui étaient des métiers manuels vont être remplacés par des machines, par des automatismes, par de la robotique, et on n'aura plus besoin de ces petits métiers-là. Alors ouais, comme tu dis, alors après, dans les années 80, il y a des nouveaux métiers qui vont arriver, des nouveaux emplois, notamment dans le tertiaire, et on va remarquer l'arrivée des sociétés de services. Est-ce que tu peux nous en parler? On va parler que de notre territoire, dans ce que j'en connais. Le tissage s'arrêtant, aujourd'hui, on a remplacé les métiers directement liés au tissage à des métiers liés plus à du service général, à de la diffusion, et une partie sur la partie commerciale, l'activité commerciale directement liée au bien de la personne. Toute cette partie industrialisation en amont fait que la vie dans les maisons, dans l'habitat, a considérablement changé. On est plus aidé dans le quotidien. Et ça a créé en effet plein de petites entreprises, plein de petites activités directement liées aux services quotidiens. Après, pour moi, les sociétés de services, il y en a deux niveaux. Il y a des sociétés de services qui sont de l'aide rapprochée à la personne, et ça c'est plutôt florissant et utile. On en reparlera tout à l'heure, mais après, on a dévié sur des sociétés de services qui sont uniquement basées sur la partie administrative, et qui sont des emplois déviés et créés uniquement pour employer les personnes sur des activités qui ne sont pas forcément florissantes, et qui dans tous les cas ne créeront pas de richesse. Alors effectivement, comme tu dis, après les 30 Glorieuses, on s'est équipé en électroménager dans les maisons, entre les télés, les lave-vaisselle, les voitures, les frigos. Donc depuis les années 80, on a glissé vers une consommation de services.
aujourd'hui, 80% du budget des ménages, c'est du service. Donc tout ça, ça a créé au fur et à mesure des sociétés de services liés à la personne. Donc effectivement, aujourd'hui, on peut se dire qu'on nous aide à trouver l'amour, on nous aide à trouver un emploi, on nous aide à trouver une maison, à perdre du poids, à trouver le meilleur hôtel pour partir en vacances, à t'apporter ton repas dans la télé, entre autres. Donc tout ça, ça a créé des nouveaux emplois. Donc il y a des choses positives aussi, effectivement, sur la partie de la santé. Donc ça, c'est important aussi. Donc selon toi, effectivement, ces activités ne sont pas inutiles, mais ne sont pas créatrices de richesse. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? C'est relativement compliqué en fait. Aujourd'hui, le vrai produit, celui qui rapporte au pays, parce qu'en fait l'idée c'est qu'au final la nation soit le plus riche possible pour pouvoir vivre, pour que les citoyens puissent vivre le mieux possible. Cette partie-là, c'est ce qui est important, c'est que il faut prendre le produit dans une chaîne complète. À partir du moment où on sous-traite une partie importante de la production, la création de richesse, elle s'amenuise. Si on veut faire ce qu'on a commencé à faire depuis 30 ans aujourd'hui, ou 40 ans, envoyer le gros de notre production dans des pays le plus lointains possible pour pas qu'on puisse voir physiquement nos usines, et envoyer la fabrication dans des pays du tiers-monde ou d'autres pays en Asie, c'est pas la solution de demain. Ça, il est certain que c'est pas la solution de demain. La seule richesse, c'est de la transformation. Aujourd'hui, si on prend des métaux, avec de la manufacturisation du métal, on va créer une pièce, on va la fabriquer, la commercialiser, et au final, on va pouvoir la vendre avec une valorisation réelle, adossée à ce qu'est ce métier-là. Donc comme tu dis, il y a 3 notions. Il y a la première notion de transformation, la notion de création de richesse et la notion de valorisation. Donc en fait, on va prendre l'exemple d'une agence immobilière et on va la placer dans toute la chaîne de valeur dans le domaine de la construction. Donc en amont, vous avez l'industrie qui va transformer les minerais en métaux. Ensuite, transformer les métaux en fer à béton, par exemple. Ensuite, vous avez le secteur du bâtiment, où on va transformer ces produits finis, donc ça peut être des fers à béton, en immeubles. Ensuite, vous avez les artisans qui vont transformer ces immeubles en appartements habitables, notamment via le second œuvre. Et ensuite, vous avez l'agence immobilière qui ne va pas transformer, mais qui va être un intermédiaire entre un vendeur et un acheteur. Et donc, on a vu les raisons tout à l'heure, c'est que en amont, on a délocalisé une partie de notre industrie, on a partiellement dévalorisé les métiers manuels, notamment liés au secteur du bâtiment, et donc on se retrouve avec une chaîne de valeur qui est coupée en deux. D'autant plus que tu parles de valorisation, c'est que la notion de valorisation, elle n'est pas liée à la création de richesse. C'est-à-dire que on va valoriser économiquement et parfois socialement des métiers qui sont plus liés à des métiers intermédiaires que sur des métiers de transformation. Donc, de ce fait-là, et selon toi, on va voir, mais c'est pour ça qu'on a l'impression que c'est un système économique qui tourne à vide, en fait, d'une certaine manière, non? Ça crée rien du tout, ça crée des emplois artificiels, mais ça ne crée aucune richesse. Ça ne fait que consommer de l'énergie. C'est un cercle qui est entre un cercle vicieux, mais c'est surtout une machine qui tourne à vide et qui ne produit rien. Mais on ne crée plus de richesse à ce niveau-là. Donc depuis un peu plus de 40 ans, on a complètement dévoyé l'activité industrielle de notre pays. Aujourd'hui, la situation actuelle n'étant plus tenable, on va devoir prendre des vraies mesures qui seront en adéquation avec une réelle création de richesse. Ouais, et comme tu dis aussi par rapport à la valorisation et ces métiers-là, enfin les métiers, on va dire, créateurs de richesse, et tu parles des métiers manuels. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur ces métiers-là? Ceux qui ont fait carrière dans ce qu'on appelait à l'époque dans les bureaux étaient bien mieux reconnus dans la société que ceux qui étaient ce qu'on appelait nous des ouvriers ou des salariés de base. Alors qu'en réalité, le métier tous les métiers liés à la partie manuelle restent toujours aussi glorifiants que ce qu'ils pouvaient être au tout début. Il n'y a pas de honte à travailler. Moi, je pense qu'il n'y a pas de honte à travailler dans un emploi extrêmement manuel. Au contraire, je trouve que ça peut être valorisant, puisqu'il y a un vrai emploi de service, et il y a un vrai métier qui est caché derrière. Ouais, alors tu parles des emplois de bureau. Aujourd'hui, dans les sociétés traditionnelles, dans les entreprises traditionnelles, il y a beaucoup de métiers tertiaires.
Mais d'un côté, on a aussi des nouvelles technologies qui sont apparues et qui apparaissent. Donc on a eu les premiers logiciels de gestion, on a l'intelligence artificielle qui va arriver et qui va sûrement chambouler ces services-là dans les entreprises. Je pense notamment au marketing, où on peut imaginer qu'un data scientist plus un programme d'intelligence artificielle va pouvoir modifier ou remplacer un service marketing. C'est ce qui se passait à l'époque dans l'industrie, où l'apparition du robot, plus son opérateur, qui va le programmer et le maintenir, on va dire, va remplacer toute la chaîne de production. Alors, on a des métiers intermédiaires qui ne sont pas émetteurs de création de richesse, et de l'autre côté, on a des emplois tertiaires qui sont en train de se faire remplacer ou modifier par ces nouvelles technologies. J'ai vu l'INSEE 2018, 75% des gens travaillent dans les métiers tertiaires, 20% dans le secondaire, donc c'est-à-dire l'industrie plus la construction, et 5% en tant que paysan ou pêcheur. Donc ma question, Pierre, c'est comment on va donc créer de la richesse et donc réindustrialiser ? Aujourd'hui, la réindustrialisation du pays, c'est une vue de l'esprit qui n'existe absolument pas. Parce on l'a décrété et qu'on ne s'est pas donné les moyens de les réaliser. Alors c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire, la réindustrialisation. Moi, je pense que la réindustrialisation, c'est juste la chaîne indissociable du process complet de production. En effet, on crée, on imagine, on crée, on prototype, on produit et on vend nos produits à l'extérieur ou à l'intérieur. Mais même ne serait-ce que sur la production locale, on s'est rendu compte en 2020, milieu de l'année 2020, qu'on n'était même pas autonome pour les médicaments. On a voulu avoir des médicaments pour soigner plus ou moins ou pour pallier aux effets du Covid. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on était complètement dépendant de la Chine pour produire nos propres médicaments que l'on produisait sur notre sol, ne serait-ce que 15 ans plus tôt. Comment on peut expliquer qu'on ait délocalisé une partie, une très très grande majorité de nos propres médicaments dont on était à l'origine et à l'initiative. Tout le monde veut acheter un maximum de produits au meilleur coût et au moindre coût. On s'est rendu compte que pendant 25 ans, les prix n'augmentaient pas, on n'avait quasiment pas d'inflation, on empruntait de l'argent à des taux négatifs, ça paraît complètement aberrant. Donc bien évidemment, c'est une situation qui n'était pas tenable, parce que on peut pas emprunter de l'argent à un taux négatif, c'est pas possible. Pas plus qu'on ne pouvait sous-traiter la très grande majorité de ce que l'on produit sur le sol français, ce qu'on consomme sur le sol français. Donc ça, c'était une solution qui n'était pas tenable. On s'en est rendu compte en 2020, parce que le jour où la Chine a fermé les robinets, on s'est rendu compte qu'on n'était absolument plus autonome du tout, pour rien. Et après, tu vois, pour les sociétés existantes, les entreprises existantes, tu vois, on va prendre l'exemple d'une PME, d'une ou d'un chef d'entreprise d'une PME qui est spécialisé dans l'usinage, par exemple, qui est un client industriel. Donc lui, il est bien sur la chaîne de valeur, donc il est créateur de richesse. Qu'est-ce qui peut empêcher ce chef d'entreprise aujourd'hui à continuer à développer son activité ? Tu m'avais parlé de cet aspect administratif. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît, Pierre ? L'hyper-réglementation française, puisqu'on est les champions du monde, et ça c'est vrai, on est réellement les champions du monde de la réglementation. Les chefs d'entreprise passent plus de temps à la partie administrative et gestion qu'à leur entreprise proprement dit. Aujourd'hui, un chef d'entreprise, il devrait être axé sur son activité, sur son développement de sa boîte, sur la gestion de sa boîte, et non pas sur la partie administrative ou financière de sa boîte. C'est pas le rôle d'un chef d'entreprise. On est le pays au monde où on a le plus de parties administratives. Et ben ça, c'est un frein à la progression, et c'est un frein à l'économie du pays. Alors bien évidemment que ça fait rentrer des sous dans la caisse de manière complètement artificielle, parce qu'on a des gens qui s'engouffrent dans cette brèche-là, puisque chacun monte sa petite boîte de consultant ou d'autres choses. Mais en fait, il n'y a aucune création. Il n'y a rien là-dedans. On ne crée aucune valeur. Alors Pierre, pour rester sur le thème du chef d'entreprise, est-ce que tu peux nous donner son profil et notamment son évolution dans le futur ? Pour en revenir à ce que moi je considère comme étant un chef d'entreprise, ça s'improvise pas, on l'est ou on ne l'est pas, mais on doit pouvoir le défi de demain, c'est de continuer à trouver des vrais petits ou gros chefs d'entreprise, mais toutes ces chefs d'entreprise, c'est des personnes qui seront passionnées par leur métier, par
par leur activité, ce que je me rends compte, c'est qu'on trouve de moins en moins, et je suis bien placé pour m'en rendre compte, c'est que on trouve de plus en plus difficilement des gens qui veulent mettre entre parenthèses leur vie familiale, leur existence, pour pouvoir se défoncer pendant X années, pour devenir le chef d'entreprise qu'ils voudraient être ou qu'ils doivent être. Le problème qu'on va rencontrer assez rapidement, c'est qu'on n'aura plus de personnes intéressées pour devenir chef d'entreprise. Contrairement à ce qu'on pense, c'est pas un métier, même si tout le monde veut être à son compte, ils veulent l'être sur des petites activités, mais un vrai chef d'entreprise et un capitaine d'industrie, c'est quelqu'un qui est capable de faire du social, une présence avec une proximité avec les salariés. Le volet social, aujourd'hui, dans les entreprises, est juste primordial. On a de plus en plus de mal à trouver nos collaborateurs. On se rend compte aussi que aujourd'hui, le chef d'entreprise, il doit être en phase avec son client, parce qu'au final, c'est son client qui va faire la richesse de son entreprise. Il faut qu'il soit très proche de ses collaborateurs, s'il veut qu'ils soient performants, que l'entreprise soit performante, et que les salariés soient bien dans l'entreprise. Le client, c'est la capacité, c'est la zone d'achalandise qui a toujours été en progression depuis la fin de la guerre. Depuis début des années 50, on avait une zone d'achalandise, c'est-à-dire qu'on avait de plus en plus de personnes intéressées pour acheter des produits. Ça, c'est fini. Ces 30 glorieuses-là, elles sont terminées, ou les 40 glorieuses, je sais pas combien il y en a eu, mais ça, c'est fini. Aujourd'hui, on va être sur une phase stagnante, et il n'y aura plus de progression. Donc il va falloir adapter nos sociétés, nos entreprises de demain, avec le fait que la progression est toujours plus que l'année d'avant, c'est fini. On va vivre d'autres capacités, d'autres investissements, d'autres biens que ce qu'on a connu dans le passé. Mais c'est un virage qu'on va prendre dans tous les cas. Le tout, c'est d'avoir les bonnes armes pour pouvoir se battre à armes égales avec les pays extérieurs qui, eux, sont plutôt émergents, alors que nous sommes plutôt sur une solution qui était un peu vieillissante. Alors c'est vrai, en plus tu parles des gens qui vont être passionnés par leur métier. On a l'exemple, surtout après le Covid, où il y a des gens qui ont quitté leur boulot, qui sont en train de quitter leur boulot pour se reconvertir dans des métiers de transformation. Tu vois, il y a des gens qui avaient besoin de se sentir utiles. Alors ils sont dans les métiers de bouche, ils sont dans l'artisanat, et en fait il y a un dénominateur, c'est qu'il y a l'effet de transformation, notamment de matières premières, et peut-être se sentir utile, comme je suis en train un peu de le comprendre, c'est-à-dire c'est créer de la valeur, en fait, c'est dans la transformation, créer de la richesse pour le territoire. Alors à l'échelle industrielle, on parle, pour le coup, on parle beaucoup d'un modèle d'ETI, qui serait un modèle intermédiaire. Qu'est-ce que tu en penses de ce modèle-là ? Aujourd'hui, on veut créer des ETI, on ne créera une ETI. Là, on peut pas créer une ETI. Une ETI, ça peut être une TPE qui devient une PME et une PME qui va devenir une ETI. Mais on va pas créer des ETI avec un fonds de pension. Ça fonctionne pas, ce truc. Ça, c'est un système économique qui est voué à l'échec. On se rend compte qu'en Italie, en Allemagne, dans d'autres pays d'Europe, on a beaucoup plus d'ETI en proportion que ce qu'on a en France, et ce sont des biens qui sont transmis de génération en génération, parce que les entreprises restent avec un capitaine d'industrie qui est à la tête, qui change à chaque génération, mais qui finalement reste un bien de transmission. Donc l'entreprise grossit, naturellement, n'ouvre pas forcément tous ses capitaux à la création future, mais il y a toujours une personne qui décide, et un chef d'orchestre. Les orchestres où il y a 3 chefs d'orchestre, en principe, ça fonctionne jamais, ça. Depuis 2020, on est vraiment dans le futur, et on voit les choses de manière complètement différente. Donc le télétravail, qui existait très peu, s'est généralisé ici comme ailleurs, mais ça, c'est qu'une petite partie de ce que l'on peut constater. Je pense que le changement, il est beaucoup plus profond. On sait pertinemment que entre 70 et 80 et quelques pourcents de nos métiers auront disparu dans les 12 ou 15 ans qui viennent, parce que la robotique, la mécanisation, la standardisation des métiers fait qu'on n'aura plus tous ces petits métiers d'autrefois. Alors petit, c'est pas péjoratif, hein, mais c'est aujourd'hui on a transformé nos commerçants en emploi dans les grandes surfaces. Le métier de caissier ou de caissière n'existera plus. On va remplacer ça par le robot on va passer les achats dans une machine qui nous fera la facture, qui nous fera payer. Voilà,
tout est automatisé. À la fin, on n'a même plus de contact avec l'argent liquide puisqu'on paye directement, sans contact avec une carte bleue. On n'a même plus, donc il n'y a plus le contact direct. Donc le métier de caissier, de caissière, tous ces trucs-là, ce sera terminé. Aujourd'hui, on a fait du social pour regarder des gens dans un travail qui était non valorisant et qui était uniquement pour les employés. Mais ça, c'est terminé. L'avenir, ce sera plus ça. Mais bien évidemment qu'il y a beaucoup de métiers nouveaux qui vont être créés. Le tout étant de créer des vrais métiers qui sont adossés à une réalité économique pour pouvoir garder la richesse de notre pays. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant de dépenser de l'argent, il faut que l'État puisse les faire rentrer dans les caisses. Et qu'aujourd'hui, la meilleure manière de faire rentrer de l'argent dans la caisse, c'est la création de valeur des entreprises. Aujourd'hui, dépenser l'argent public, c'est toujours possible. On peut l'employer plus ou moins bien, plus ou moins en termes de volume. Ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui, c'est faire rentrer artificiellement cet argent. Il faut bien que quelqu'un, à un moment, crée une valeur et une richesse pour pouvoir le dépenser plus tard. Et comme tu disais tout à l'heure, l'importance de l'école, comme on a vu dans le passé, aujourd'hui l'école elle va jouer un rôle très important selon ce que tu dis. La manière dont on va instruire, éduquer nos enfants va devoir passer par cette phase d'apprentissage et surtout dans le fait que tout au long de la vie de nos jeunes aujourd'hui, il y aura une formation permanente. Moi, je crois beaucoup à la formation permanente tout au long de sa vie. On va changer d'emploi, on va changer de métier et on va surtout se perfectionner dans des domaines qui seront forcément différents, qui seront adossés à l'évolution de notre société de demain. Donc il faut absolument, parce qu'on a commencé à le faire localement, il faut que nos écoles, nos lycées soient extrêmement proches des entreprises pour pouvoir réagir très rapidement à ces modifications qui arrivent. Cette robotique, c'est la réalité économique de nos emplois et de nos sociétés de demain. Il ne faut pas aller contre ça, il faut, à mon avis, aller dans ce sens-là. Ça veut dire qu'on va avoir de plus en plus d'automatisme, de plus en plus d'automatisation, mais il faudra toujours créer ces robots, il faudra toujours les maintenir, les entretenir, et ces emplois de demain seront différents de ceux d'hier, mais ils seront plus sains, je pense, que ceux qu'on avait dans un passé proche. Alors effectivement, si j'ai compris, c'est que la robotique elle va se généraliser, et donc on va devoir déployer autour de cela. Je reviens juste sur un exemple pour bien comprendre ce que tu veux dire tout au long de cet entretien, et le phénomène d'intermédiaire. Je vais prendre l'événementiel, et ceux qui font des salons professionnels. Et je vais prendre l'exemple de tout à l'heure. Aujourd'hui, on a le salon de l'habitat, le salon de l'immobilier, le salon des artisans, le salon du bâtiment, le salon de l'industrie. Donc, c'est un intermédiaire, on peut dire que c'est un accélérateur de marché, par la mise en relation. Mais c'est vrai que si on t'écoute, Pierre, et on lit entre les lignes, on se rend compte que depuis les années 80, en fait, on s'est inséré sur la chaîne de valeur, sur toutes les chaînes de valeur. Et de ce fait-là, on a cette sensation aujourd'hui qu'il y a comme une saturation. Donc ça avait créé des emplois, mais aujourd'hui, on voit la dévaluation des diplômes tertiaires. On voit aussi le phénomène de burn-out, parce qu'on est tous montés effectivement sur cette chaîne de valeur en tant qu'intermédiaire. Vu que la richesse, selon toi, elle s'amenuise, chacun tire vers lui le prix, et donc du coup, ça crée une espèce de tension sur les marchés. Et en fait, le fait qu'il y ait un grand nombre d'intermédiaires, ça va influer sur la valorisation réelle du produit et du métier. Voilà ce que j'en comprends, Pierre. Alors, typiquement, un exemple tout bête, hein, vraiment tout bête, dans le prix de la maison finale, on va répercuter le coût d'un stand à un salon de l'immobilier. Et en fait, ça va être sur toute la chaîne. Tu disais que tout ça consomme de l'énergie. Et je me dis que c'est sûrement ce que tu penses, parce que toutes ces activités intermédiaires, elles peuvent être accélératrices, mais elles ne sont pas créatrices de richesse. Ce que je suis en train de comprendre, c'est que, comme tu dis, l'énergie humaine ou l'énergie en tant que telle, l'énergie comme on l'entend, au sens propre, il va falloir la prioriser, il va falloir la déployer sur la création de richesse, et notamment sur la transformation et sur la production. Pierre, est-ce que tu es d'accord avec ça ? En tout cas, est-ce que je suis un peu ton raisonnement, avec notamment cette notion de gestion de l'énergie, ou en tout cas prioriser l'énergie sur la production ? C'est juste primordial, c'est le défi de demain. Comment produire quasiment autant en consommant moins. Et là, je pense que notre pays, la France en général, on a une capacité juste majeure à pouvoir prendre ce virage-là.
parce qu'on est quand même un des pays du monde où on crée le plus, on crée tout. On est capable de faire énormément de création. Ce qu'on sait faire aujourd'hui, c'est la transformation. On ne sait pas aujourd'hui transformer ce qu'on sait créer en un outil industriel prêt à la vente. Mais tu vois, ça me fait penser un peu au modèle start-up qu'on a vu démarrer il y a une vingtaine d'années, où là, pour le coup, on créait, on prototypait. C'était assez flash parce qu'on se faisait racheter le brevet au bout de 3 ans et ça partait dans un autre pays. Donc toi, ce que tu dis, c'est effectivement garder tout le process, transformation et aussi à la production, pour être émetteur complètement de la richesse. Alors, production, ok, intelligente avec la gestion de l'énergie, mais dans quelle direction, Pierre ? On a une autoroute devant nous, dans tous les emplois dédiés à l'environnement avec un grand E. La partie environnement, c'est comment créer et comment continuer à garder nos industries dans une consommation moindre d'énergie. Alors, c'est pareil. Quel est le déchet, l'emballage le plus écologique possible? Pour moi, le seul qui est le meilleur de tous les emballages possibles, c'est l'emballage que l'on ne produit pas. À partir du moment où on ne produit pas de suremballage, où chaque produit doit avoir entre 2, 3 jusqu'à 5 emballages différents, un qui va être publicitaire, un qui va être avec la couleur, un troisième qui va être sécuritaire parce qu'il faut protéger le produit, et au final un cellophane pour pouvoir parer de l'humidité. Tous ces emballages-là, il faut les réduire. C'est une image, mais toutes ces fausses données de ce qu'est le produit réel, il faudra l'arrêter dans un avenir très proche pour un problème environnemental. Donc là, ça rejoint effectivement tous ces intermédiaires. Et tu parles du produit réel. Moi, ça me fait penser à la grand-mère de Martin, Madeleine. Alors elle avait tout le process complet, c'est-à-dire qu'elle semait, elle cultivait, elle récoltait et elle vendait ses propres pommes de terre. Donc tu vois comme quoi, elle avait tout le process et il n'y avait pas d'intermédiaire. Et là, on était produit réel, c'était vendu comme au marché et il n'y avait pas forcément d'emballage. Et ça me fait penser à une entreprise locale, Bona par exemple, qui couvre toute la chaîne de valeur, de l'extraction de la fève de cacao jusqu'à la production locale et à la vente dans sa boutique, notamment à Voiron. Tout à l'heure, on a pris de la hauteur sur la chaîne de valeur et on s'est rendu compte qu'il y avait une fluctuation de la valorisation réelle d'un métier. Ensuite, ça a une incidence sur la valorisation réelle du produit, avec tous ces intermédiaires. On a parlé du salon, on a parlé de l'emballage, on peut parler aussi du transport, avec cette notion de circuit court. Et en parallèle de ça, tu dis effectivement qu'il faut que ces métiers, ces produits soient adossés à une réalité économique, dans un contexte qui, pour toi, est très important, c'est le réchauffement climatique. Et d'où cette nécessité à réagir assez rapidement. Pour que cela ne s'accélère pas, ne se produise pas, ou arrêter un peu cette course en avant, c'est le défi de demain. Le défi de demain, c'est comment produire, continuer à produire, ne pas faire qu'il n'y ait pas de frein à l'accélération de notre société, parce que faut pas être rétrograde dans ce cas-là. Et ce cadre-là, on ne l'arrêtera pas. Par contre, on a la capacité aujourd'hui dans notre pays à produire autant, mais mieux. Donc ça, c'est une intelligence réelle qu'on peut avoir et qu'il va falloir qu'on développe pour créer les emplois de demain. Merci Pierre. Bon retour. Merci Louis. J'espère que tu n'as pas trop mal à la tête. La prochaine fois, on parlera du monde associatif et on essaiera d'imaginer son futur. À bientôt. Salut. Et aujourd'hui, on se rend compte quand même que bon nombre de cadres dirigeants dans des grands groupes font un choix qui semblait complètement improbable. Des jeunes qui ont fait beaucoup d'études, qui ont une capacité de réflexion importante et qui quittent le monde de la grande entreprise parce qu'il ne leur convient plus, pour avoir un cadre de vie où ils vont beaucoup moins gagner leur vie, mais ils vont privilégier le cadre de vie et la famille. Donc c'est bon signe de voir que tout ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui les cerveaux, les cadres intermédiaires et les cadres dirigeants fuient souvent de plus en plus les grands groupes. Alors, les grands groupes, c'est parce que, une fois de plus, dans les grands groupes, ils ne sont même plus appelés par leur nom et par un numéro, et il n'y a plus aucune reconnaissance, si ce n'est une reconnaissance financière, de tous ces jeunes qui sont souvent diplômés. Et le fait qu'ils veuillent revenir à la solution originale, à une vie plus terre-à-terre et plus basique, et souvent moins dépensière et moins coûteuse, je pense que c'est bon signe. Ça veut dire aussi que les générations futures
j'espère, vont concrétiser ce qui est en train de plus ou moins d'arriver, et ce que je souhaite qui arrivera, c'est-à-dire la capacité de réflexion plus que la capacité financière pure et dure d'aujourd'hui. Cette fuite en avant, à mon avis, elle touche à sa fin. C'était pas dans les 2 ans qui viennent, mais je pense que dans moins de 20 ans, c'est un modèle qui ne fonctionnera plus du tout. Courir en travaillant, pour gagner plus d'argent, pour pouvoir partir plus souvent en vacances, pour pouvoir avoir une plus grosse voiture, pour avoir une plus belle maison, plus belle que son voisin si possible, plus belle que nos parents, pour avoir un train de vie supérieur à ce qu'ont eu nos parents. Je pense que ce modèle-là, il est révolu.